Poutine est allé trop loin pour ne pas aller plus loin encore. On avait mal analysé, il est dans une telle logique idéologique qu'il va aller jusqu'au bout. Au milieu de carnivores, est-ce qu'on doit rester des herbivores? La plus haute forme de l'espérance est le désespoir surmonté. Il n'y a pas de drogue douce. La drogue, c'est de la drogue. Un militaire qui fume du cannabis, à qui on donne un fusil, vous imaginez le danger? Nos citoyens doivent être absolument forts pour que M. Poutine sache que s'il s'engageait en Estonie, la géopolitique ne vous intéresse pas, c'est un tort car elle s'intéresse à vous. Et qui mieux que mon invité de ce jour pour nous y intéresser, car il fut chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, envoyé sur tous les continents, dont parfois, trop souvent, sur des théâtres de guerre. Bonjour, Général Trinquant. bonjour. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Avez-vous l'impression, symboliquement, d'être entré en guerre le 24 février 2022? Je vois que vous courez, ou vous êtes invité plutôt sur tous les plateaux, français ou étrangers. Oui, alors ça a été un changement majeur. Pourquoi? Parce que j'intervenais déjà sur des plateaux ponctuellement. On parlait de géopolitique. Quand on est à New York, on voit le globe et on voit les crises un peu partout. Mais à partir du 24 février, ça a été pour deux raisons. La première, j'ai été invité plus que quotidiennement, plusieurs fois par jour sur les plateaux, pour parler de ce qui se passait en Ukraine et aujourd'hui pour parler des autres crises. Mais aussi pour une autre raison, c'est que lorsque j'étais jeune officier, nous nous préparions à combattre le pacte de Varsovie. Et jusqu'en 1990, nous étions face au pacte de Varsovie. Mon dernier poste était d'ailleurs responsable de la planification du 2e corps d'armée à Baden-Baden face au pacte de Varsovie. Et d'un seul coup, je me suis dit, cette guerre que nous avions gagnée en 1990 sans la faire, puisque le pacte de Varsovie a été dissous et qu'il n'y avait plus de risque de guerre, eh bien cette guerre nous revenait sur le continent européen et j'allais redevoir identifier toutes les tactiques que les soviétiques, puis les Russes maintenant, sont en train d'employer dans la guerre. Donc oui, c'était un retour dans la guerre. Justement, si on doit revenir encore un petit peu et ensuite on va un peu se projeter sur l'avenir, mais avez-vous cru que Vladimir Poutine se lancerait dans cette guerre le 24 février 2022? Alors écoutez, des hésitations, mais non, parce qu'on a tendance à croire que l'autre pense comme vous. Or, M. Poutine ne pense absolument pas comme nous. Donc on se disait, ça n'est pas possible. D'abord, il ne gagnera pas, ce qui est la réalité. Ensuite, il n'osera pas parce qu'il ne va pas gagner et qu'il ne peut pas se heurter à un échec. Or, en fait, on avait mal analysé. Il est dans une telle logique idéologique qu'il va aller jusqu'au bout. Et comme dit l'ambassadeur Lévy, qui était le dernier ambassadeur, l'avant-dernier ambassadeur en Russie, il disait « Poutine est allé trop loin pour ne pas aller plus loin encore ». Et donc, voilà. Donc, à l'époque, on ne pensait pas qu'il irait aussi loin. Enfin, du moins, je ne pensais pas, d'autres pouvaient le penser. Voilà. C'est la guerre telle qu'on ne l'imaginait plus, qui a démarré il y a bientôt 4 ans. Oui, exactement. Alors, on est ici pour parler bien sûr de l'actualité qui est riche, comme on le sait, mais également d'un certain nombre de thèmes que j'ai retrouvés dans votre livre qui s'appelle D'un monde à l'autre, qui a été publié chez Robert Laffont, que j'ai beaucoup apprécié parce que non seulement vous développez des thèmes, et on va y revenir, mais également vous mettez des anecdotes personnelles dans ce livre. Pourquoi avoir fait ça? Un peu pour donner chair, si vous voulez, aux choses. La géostratégie, c'est éloigné, c'est la vue du monde, beaucoup de gens. Moi, je fais de la vulgarisation. Je n'écris pas pour des spécialistes de la géopolitique. C'est parfait pour moi. Tous ceux qui sont dedans connaissent ce que j'écris. Donc, je fais de la vulgarisation. Et pour que la vulgarisation soit à portée des gens, je pense qu'il faut donner chair. Et comment mieux donner chair qu'en parlant de vos expériences qui vous ont permis, j'ai d'abord un certain âge, j'ai pas mal bourlingué, et ça m'a permis de voir beaucoup de choses, et donc j'en fais part, et je crois que c'est une entrée en matière que les lecteurs ont la gentillesse de me dire, c'est ce qui nous intéresse. Alors justement, accepterez-vous, en fin d'entretien, de signer un livre pour l'abonné du fil de l'invité qui laissera le commentaire le meilleur? Avec grand plaisir, parce que derrière les livres, il y a le contact avec les gens. Vous savez, quand je signe les livres, alors là, devant caméra, mais quand je signe les livres dans des librairies, ça me donne l'occasion d'échanger avec les gens, de voir ce qu'ils pensent, de prendre la température, d'expliquer un petit peu plus.
et de voir, parce que quand on est sur les plateaux télévisés, je suis avec des journalistes remarquables, des gens autour des spécialistes remarquables, c'est très sympathique. Mais d'aller voir les gens, pour ne pas utiliser le terme des vrais gens, parce que tout le monde est vrai dans l'affaire, mais ça permet effectivement de donner chair aussi pour moi au travail que je fais. Vous avez intitulé donc ce livre « D'un monde à l'autre ». De quel monde vient-on? Alors on vient d'un monde qui a disparu probablement en 2001 et en 2003. Je l'explique dans mon premier livre qui s'appelle « Ce qui nous attend », qui explique la chute des murs, la chute des tours d'abord, et donc la guerre en Irak, erreur majeure des Américains, qui a fait que le monde entier s'est réveillé en disant « mais ils nous mentent, et qu'est-ce qu'on va faire ?» Et puis ensuite, de ce qui s'est passé en 2007 à Munich, où le président Poutine a commencé à dire « nous ne voulons plus de l'unilatéralisme américain », ça s'est poursuivi par la Géorgie, par la Crimée, par la Syrie. Donc tout ce monde a basculé. Mais je crois que beaucoup plus récemment, il a aussi basculé parce que M. Trump n'obéit plus aux règles qu'on avait établies en 1945. Et donc, on passe d'un monde ancien, je cite souvent Chateaubriand, qui dit qu'il est plongé entre deux eaux, s'éloignant d'un rivage connu et nageant avec espérance vers un nouveau monde. Et c'est cela, et je donne des clés pour arriver à comprendre ce qui change et vers quoi on doit s'orienter. Non pas en regardant dans le rétroviseur, mais parce que notre présent n'est fait que d'accumulation du passé, et c'est à nous de construire le futur. Alors justement, d'un monde, on a bien comprendre qu'on a perdu ce monde, ou ce monde n'existe plus, vers un autre monde, et vers quel autre monde va-t-on actuellement? Alors là, je n'ai pas de boule de cristal. Mon but est de donner les pistes pour que les gens puissent s'emparer du monde. Et premier point, que les gens ne désespèrent pas. Je cite Bernanos, qui est un de mes auteurs favoris, et qui dit que la plus haute forme de l'espérance est le désespoir surmonté. Et donc j'invite les gens à surmonter leur désespoir pour espérer et construire le monde de demain. Et ce monde de demain, nous l'avons tous en nous. Il faut que nous comprenions que nous avons tous les éléments, surtout nous Européens, sauf M. Poutine qui la déclare. Mais pour les autres, pendant des siècles, nos empires se sont battus les uns contre les autres. Britanniques, Russes, Français, Allemands. 3 guerres contre l'Allemagne. Toutes ces guerres, c'est fini. Quand je parle à mes enfants et mes petits-enfants, aujourd'hui, ils écarquillent les yeux en disant « de quelle guerre veux-tu parler ?» Donc, l'Europe est un havre de paix, mais qui a oublié que pour rester un havre de paix, il faut savoir se défendre. Et ça, c'est ce que nous devons construire dans l'avenir, si les Américains ne veulent plus nous défendre, ce qu'ils font depuis 1945. Et si vous parlez de désespérance, c'est que vous ressentez justement que la France ou l'Europe est désespérée? Je ressens beaucoup de personnes désespérées. Alors vous voyez, j'ai intervenu ce matin à propos du nouveau service militaire qui va être mis en place en France. Et je disais quelque chose qui me frappe quand je rencontre des premières, des terminales ou des classes préparatoires ou des jeunes HEC, Polytechnique que je rencontre. Ils sont pleins d'engagement et pas désespérés du tout. Ils se rendent bien compte qu'ils ont quelque chose à construire par rapport à la génération d'avant qui est beaucoup plus désespérée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils devaient quitter le monde des bisounours, si j'ose dire, dans lequel ils étaient. Les jeunes n'ont pas connu ce monde des bisounours. Ils ont connu Covid, les guerres, et donc ils vivent dans ce monde-là. Ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? Alors que les générations un peu plus anciennes, qui ont vécu une période merveilleuse, se disent, c'est terrible, on est en train de quitter ce monde-là. Eh bien, je leur dis, et d'ailleurs, je suis moi-même grand-père, je dis aux grands-parents, votre rôle est d'établir le lien avec vos petits-enfants pour leur expliquer l'histoire, votre histoire, et de savoir que le monde est meilleur aujourd'hui qu'il était autrefois. D'accord. Que c'est à vous de construire ce monde que vous voulez. Mais je voudrais rebondir, parce que là, vous parlez d'HEC, de Polytechnique, qui sont le meilleur, comme disent les Allemands, la crème de la crème du système éducatif français. Mais est-ce que la désespérance, ce n'est pas non plus pour tous les autres qui n'ont pas fait ces grandes écoles? Alors, vous voyez, je vous disais, j'interviens en première terminale.
En France, maintenant, en première et terminale, il y a un programme de géopolitique. D'accord. C'est nouveau, Oui. c'est fantastique. Et ces jeunes sont en quête de clés et sont très engagés. Et donc, ces jeunes qui sont en première terminale ne vont pas forcément faire des grandes écoles, vont plutôt faire d'autres cursus. Et donc, je veux leur donner les clés aussi. Et ce qui me fait très plaisir, ce sont les professeurs qui viennent avec mon livre et qui me disent on se sert de votre livre parce qu'on arrive à accrocher les jeunes là-dedans. Donc, oui, vous avez raison, ça doit s'adresser à tout le monde. Et moi, mon but quand je me déplace, c'est de rencontrer tout le monde et de discuter avec tout le monde pour leur donner les clés, parce que le monde n'est pas forcément fait par des polytechniciens, par des gens qui font HEC, mais par toute une population. D'accord, très bien. Alors, vous savez que je suis franco-allemand et mon chancelier Friedrich Merz, il y a quelques mois, avait dit « Nous ne sommes plus en paix, nous ne sommes pas en guerre, mais plus en paix ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Alors, on n'est pas en guerre au sens que les gens donnent couramment de la guerre. C'est-à-dire, on ne reçoit pas des missiles et des obus chez nous, sur le territoire allemand ou le territoire français. Nous sommes en guerre au sens où il y a une guerre de l'information, une guerre cyber, je ne vais pas revenir sur toutes les attaques cyber qu'il y a en permanence, voire des attentats. Il y en a eu en Allemagne, en particulier. Donc, c'est une guerre hybride. Et qu'est-ce que ça veut dire une guerre hybride? Alors, c'est un sujet très intéressant parce que quand on étudie la stratégie russe, on s'aperçoit qu'après la chute du mur de Berlin, la fin du pacte de Varsovie, les Russes se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus les moyens de mener une guerre classique en Europe. Et donc, il fallait mener une guerre hybride. Ça veut dire quoi? Ça veut dire attaquer le cœur de nos sociétés, par la désinformation, par le cyber, par la peur du nucléaire, par exemple, qui est ramenée en permanence par toute la clique de M. Poutine autour de lui. Donc, c'est cette guerre-là qui cherche à nous affaiblir pour ne pas avoir à mener une guerre classique et que la Russie ne pourrait pas gagner. Et le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé en Ukraine en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu renverser le gouvernement ukrainien. Guerre hybride. Ça n'a pas marché. Et là, ils avaient fait, dans la guerre hybride, un simulacre d'attaque. Ce simulacre d'attaque a échoué. Et depuis 4 ans, la Russie n'arrive pas à faire tomber l'Ukraine. Donc on voit bien que la Russie n'a pas les moyens, techniquement, avec une guerre classique, de la gagner complètement, sauf à épuiser ce qu'ils essayent de faire avec la société ukrainienne, mais qui malheureusement épuise aussi la société russe. Et donc, ils veulent faire des guerres hybrides, Roumanie, Moldavie, Pays-Baltes, Allemagne, France, ailleurs. Très bien. Alors, on va partir vers les États-Unis, puisque vous avez nommé Donald Trump tout à l'heure, et on va se concentrer juste sur cet événement assez récent, avec la capture ou le kidnapping de Nicolás Maduro, le président du Venezuela. Les États-Unis l'ont présenté devant un tribunal de New York. On va l'analyser sous plusieurs angles, mais d'un point de vue militaire, comment pourriez-vous nous décrire ce qui s'est passé et serions-nous capables, nous Français, Allemands ou Européens, de faire une action comparable? Alors, premier point, remarquable opération militaire, avec une préparation, une infiltration, des agents de la CIA, des agents des forces spéciales probablement infiltrés. Cette infiltration, elle cherche à obtenir 2 effets. 1, donner du renseignement aux forces militaires pour qu'elles puissent agir avec le moins de dégâts possible pour les forces et pour les populations. 2, identifier quelles sont les fractures qui permettent de renverser un régime très autoritaire qui a armé une partie, en milice, une partie de la population, probablement 14 000 personnes dans Caracas. Donc c'est les 2 objets du renseignement. Le deuxième point, c'est le moment où on doit mener l'opération. Vous savez que c'est un peu comme le 6 juin 1944, c'est la météo qui a guidé. On a décidé de décaler 3 ou 4 jours parce que la météo n'est pas bonne. Et ensuite, une conduite parfaitement organisée. Une conduite qui a neutralisé tous les systèmes antiaériens, qui a permis aux forces spéciales Delta, avec des hélicoptères, d'aller jusqu'à l'immeuble où était M. Maduro. Et là aussi, l'infiltration compte. C'est-à-dire que dans l'entourage de Maduro, il y avait des gens infiltrés qui ont pu donner le renseignement, qui ont permis de saisir Maduro et de l'emmener vers les États-Unis. Et la phase suivante, c'est quoi?
C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors là, je parle avec beaucoup d'incertitude. Mais apparemment, une partie du pouvoir vénézuélien a été retournée. Est-ce que la vice-présidente, qui a été tout de suite mise en place comme présidente, qui traitait des problèmes pétroliers, donc qui était en contact avec les grandes compagnies pétrolières américaines, donc les services américains, a-t-elle été retournée, ce qui permet à M. Trump d'avoir exfiltré M. Maduro et de laisser l'État vénézuélien neutralisé, avec en particulier les 14 000 miliciens qui ne réagissent pas avec trop de fermeté, et on verra la phase suivante, dans laquelle le Venezuela pourrait, je dis à terme, rétablir une démocratie, ce qui au passage n'est pas le souci principal de M. Trump. Le souci principal de M. Trump, c'est le pétrole. Et là, il a gagné le pétrole. Peut-être un peu cyniquement, on peut se rappeler qu'à chaque fois que les États-Unis ont cherché à imposer la démocratie sous les bombes, alors là, il y en a eu moins que dans d'autres pays, ça ne s'est jamais très bien passé en fait. Mais de toute façon, on ne change pas un pays par l'extérieur. On pourra parler de l'Iran, par exemple, tout à l'heure. Mais ça veut dire que l'Irak, dont vous parlez, l'Afghanistan, sont des échecs parce qu'on n'impose pas à un pays des règles qui sont les nôtres. Et au passage, qu'est-ce que c'est que la démocratie? Américaine, britannique, allemande, française, il n'y en a pas une qui est pareille. Donc laquelle impose-t-on? Et on ne l'impose pas. Ça, c'est une première chose. Ça, M. Trump l'a compris, mais il l'a tellement compris que pour lui, la démocratie importe peu, même aux États-Unis. Donc son souhait n'est pas de mettre en place la démocratie, c'est de gagner de la puissance et de l'influence, en gagnant le pétrole, en faisant en sorte que les Amériques reviennent à la fameuse doctrine Monroe, qu'il appelle maintenant Donroe, avec un Donald en tête. Monroe qui était un président américain du 19e siècle. Donc il cherche à imposer ça, la démocratie lui importe assez peu. Et alors, pour revenir encore à l'opération militaire, est-ce que l'Europe ou bien des pays en Europe auraient cette capacité de mener une action comme celle-ci? Alors des actions ponctuelles, probablement. Avec des forces spéciales, tout dépend de l'opposition que vous avez. En Iran, par exemple, non. Au Venezuela, probablement non. En Afrique, oui. Je rappelle le renversement du président nigérian. Ça s'est tenu qu'à un fil. Les forces spéciales françaises étaient prêtes à intervenir, mais voulaient un accompagnement nigérien. Et c'est le président nigérien lui-même qui a dit « je ne souhaite pas que ce soit des forces françaises qui me maintiennent en place ». Donc ça a été annulé. Sinon, je pense que ça aurait pu être possible. Il y a eu une tentative de renversement au Bénin, dont vous avez entendu parler il y a longtemps. On n'a pas beaucoup parlé de l'action des forces françaises, qui pourtant a été réelle, mais on a raison de ne pas trop en parler. C'est le propre des actions spéciales, ça n'est pas la peine d'en parler. Donc très ponctuellement, et là je parle des forces françaises, je ne parlerai pas d'autres forces européennes, les forces françaises ont la spécificité de faire la guerre depuis longtemps. D'accord. D'être des troupes qui ont fait la guerre, qui ont monté sur des opérations. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas capables de le faire. Mais là, on a une expérience qui permet de vous dire, oui, elles pourraient le faire. D'accord, très très bien. Quel est le message que Donald Trump a voulu envoyer au reste du monde et quel est ce reste du monde? Alors, je pense que, et là, j'extrapole, mais il y a plusieurs messages. Un, l'Amérique, c'est à nous. Dans son ensemble alors? Dans son ensemble, du nord au sud. On pourrait parler du Groenland après et du Canada. Mais du nord au sud, c'est nous. C'est donc la doctrine Donroe. Donc, ici, c'est chez nous, et nous, on règle les problèmes avec nos moyens. Le moyen américain considérable. Aucun pays n'a des moyens correspondant à ce qu'ont les Américains. C'est clair. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est peut-être dans cet aspect-là une cascade. Cuba vient après. Cuba était alimenté par le Venezuela. Si le Venezuela n'alimente plus Cuba, Cuba, à terme, pourrait tomber. Et vous savez que le ministre des Affaires étrangères américain est un Cubain d'origine, fils d'immigrés cubains. Donc, c'est probablement la prochaine étape. Ce qu'on peut voir aussi, mais là, j'anticipe, c'est des messages vers les autres, vers la Chine. Et lequel? On voit pas bien. Le pétrole vénézuélien alimentait la Chine.
comme le pétrole iranien. Donc en coupant l'arrivée du pétrole en Chine, on menace la Chine. La Russie, le Venezuela, Cuba sont des alliés de la Russie. La Russie n'a rien fait, comme elle n'avait rien fait pour la Syrie. Montrer l'incapacité de la Russie à régler les problèmes ailleurs. Donc le seul patron au monde, c'est M. Trump, les États-Unis, avec sa force militaire considérable. Et quelles sont les répercussions pour l'Europe, s'il y en a? Alors les répercussions, on peut parler du Groenland, c'est que c'est bien de s'occuper du Venezuela, mais le Groenland, c'est, comme vous le savez, un territoire autonome, mais rattaché au Danemark. Le Danemark est européen. Donc, est-ce que M. Trump, vous voulez attaquer vos alliés européens? Ça, c'est une vraie question se pose aujourd'hui, sur laquelle on ne voit pas très bien la réponse. Personne n'imagine une action militaire au Danemark. Personne. Personne ne la souhaite. Est-ce que ce n'est pas de la pensée magique, comme on dit, le wishful thinking? Écoutez, très difficile. Est-ce que M. Trump ira jusque-là? Je pense qu'il a des MAGA, des républicains qui ne le souhaitent pas aller jusque-là. Il y a d'autres façons. Acheter, obtenir l'indépendance du Groenland. Il faut savoir que le Groenland veut son indépendance. Indépendance complète avec des accords associatifs avec les États-Unis. Pourquoi pas? D'accord. Et non pas une action militaire. Comment l'Europe doit réagir justement si demain on voit Donald Trump envoyer des forces navales autour du Groenland? Puisque vous parlez de l'impact sur les Européens, il y a le Groenland, mais avant je voudrais vous parler de l'impact sur la défense de l'Europe. Depuis 1945, enfin 49 exactement, mais 45 après la victoire alliée, et 49 la création de l'OTAN, les Européens se reposent sur les Américains pour leur défense. Jusqu'en 90, ils y contribuaient beaucoup. Et on avait des forces importantes en Allemagne, en France, qui étaient contribuées à l'OTAN. Depuis 1990, on dit la guerre c'est fini. C'est la fin de l'histoire. Vous savez, le fameux livre qui faisait croire que la démocratie avait gagné. Et donc les Européens se sont désarmés. Se sont désarmés pendant 30 ans. Et là, d'un seul coup, premier mandat américain de M. Trump, attention, je vais me séparer de l'OTAN. Les démocrates passent pendant un mandat en faisant croire que ça continuait, ce qui était faux. Deuxième mandat américain, de M. Trump, américain. Maintenant, les Européens, on va vous lâcher. Alors, ça a eu un effet bénéfique, ça a été, les Européens, il faut vous réarmer. Mais à part les Français, qui, grâce au général de Gaulle, ont toujours pensé de façon autonome, tous les pays européens continuent à croire que les Américains ne vont pas nous lâcher. Il faut qu'ils abandonnent cette idée. Vous pensez que l'Allemagne, justement, dont je viens, n'a pas compris justement qu'il n'y avait pas une Zeitenwende, comme ils disent, un changement de temps? Écoutez, je crois que c'est difficile pour plusieurs raisons. Le chancelier Merkel est tout à fait sur cette position-là. Mais c'est difficile pour plusieurs raisons. Il faut se rappeler que la Bundeswehr a été recréée en 1954 dans le cadre de l'OTAN. D'accord. Donc, ils ne savent pas faire en dehors de l'OTAN. Ils ont toujours été biberonnés à l'OTAN. J'ai beaucoup travaillé dans l'OTAN avec des Allemands. Je peux vous dire que hors de l'OTAN, point de salut. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la société allemande, et là, sous votre contrôle, a été élevée comme pacifiste. Et élevée comme pacifiste, et j'ai été dans une unité franco-allemande, ça va vous faire rire, il y avait un problème de discipline énorme entre l'armée allemande et l'armée française. Oui, expliquez-moi, parce que généralement, les Français ne sont pas connus pour ça, et les Allemands sont connus au contraire pour la discipline. Imaginez-vous que mon camarade allemand me dit « Pourquoi il y a cette différence ? Ah, parce que vous avez une force dans l'armée française, vous avez la discipline. » Quand un Allemand vous dit ça, vous vous dites « Oulala ». Je vous explique, dans l'armée allemande, il y a des syndicats. Impensable dans l'armée française. Donc quand vous prenez une décision, les syndicats doivent donner leur approbation. Ah oui, d'accord. Dans l'armée française, totalement impensable. Donc voilà, la société allemande a été bercée dans ce pacifisme qui, du côté français, était bien vu. Oui. On n'a pas envie d'un quatrième âge, vous voyez. Donc voilà. Aujourd'hui, on doit se poser cette question-là, et on le voit bien dans les capacités d'engagement des armées. En France, nous n'avons pas de problème pour engager des soldats dans l'armée française professionnelle. En Allemagne, il y a des problèmes. D'où les prix fantastiques qu'on donne à un soldat allemand, le double du SMIC de la France. Oui. En France, un soldat s'engage pour le SMIC. Oui.
incroyable. Alors le jeu est nourri blanchi, bien sûr, puis il y a des primes. Mais peu importe. En Allemagne, on est obligé de mettre le tarif assez haut parce qu'on n'arrive pas à recruter des soldats. Oui. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une grosse différence de perception entre l'Allemagne et la France. Maintenant, comme me disait un général français, le chancelier Merkel met tellement d'argent qu'il va finir par y arriver. Oui. Oui, oui. En France, comme vous le savez, on a des problèmes de budget. Oui, absolument. On va y revenir, mais je voudrais juste m'adresser à mes abonnés. Vous savez que cette chaîne ne fonctionne que si vous vous abonnez, si vous laissez des commentaires, si vous likez les vidéos, donc n'hésitez pas. Elle est complètement indépendante et vous voyez, je peux rencontrer les gens de bonne volonté qui acceptent de me recevoir, comme aujourd'hui le général Trinquant. Alors, je vais vous poser une question, c'est un peu une colle. Qui a dit, d'après vous, nous devons protéger l'Europe vis-à-vis de la Chine, de la Russie et même des États-Unis? Alors, qui l'a dit? Probablement un commissaire européen ou... C'est Emmanuel Macron en 2018. Ouais. Alors, ça avait fait réagir, bien sûr, Donald Trump avec un tweet ravageur. Il repartait de France, c'était à l'issue des festivités pour la célébration de la fin de la guerre 14-18. Mais pensez-vous qu'il nous faille, nous, la France, l'Europe, nous protéger demain des États-Unis? Alors d'abord, que l'Europe se protège, c'est une évidence. Qu'elles doivent se protéger elles-mêmes. Et j'en reviens à l'autonomie stratégique de l'Europe. Si c'était le président Macron, ça ne me surprend pas beaucoup. Quand je vous ai dit un commissaire européen, il est tellement européen qu'on pourrait confondre. Vis-à-vis des États-Unis, oui, je ne pense pas à se protéger militairement, mais à se protéger, par exemple, on a vu les accords commerciaux. Se protéger dans le numérique. Vous avez bien vu que nous menons en Europe une guerre contre les GAFAM. Donc oui, il y a des façons de se protéger. Le marché européen est probablement le plus gros marché pour les États-Unis. Et les États-Unis, pour gagner ce marché, sont prêts à tout, y compris à emprisonner, à interdire à M. Breton, par exemple, l'ancien commissaire qui a lutté justement contre les GAFAM, d'aller aux États-Unis. Ouais. Au passage, avec les règles mises pour avoir l'ESTA pour aller aux États-Unis aujourd'hui, je ne sais pas très bien qui va vouloir aller aux États-Unis. Oui. Je vous le dis, moi, j'allais beaucoup aux États-Unis, j'ai plus du tout envie d'y aller. Hein. Sous n'importe quel prétexte, on peut vous arrêter parce que vous avez dit des choses comme je peux en dire aujourd'hui en disant que M. Trump, par exemple, n'est pas persévérant dans ses positions et que chaque fois qu'il dit quelque chose, j'attends 48 heures pour savoir s'il ne va pas dire le contraire. Ce n'est pas précisément un compliment que je lui fais là, même si je pense que sa politique vis-à-vis des États-Unis est une politique réaliste et que probablement il va changer beaucoup de choses dans le monde. Moi, je ne pleure absolument pas l'emprisonnement de M. Maduro, même si on peut critiquer l'état de droit. Hein. Que Cuba tombe, je ne pleurerai pas. Que le gouvernement des Mollahs tombe s'il y a une pression américaine, je ne pleurerai pas non plus. Mais j'aimerais bien qu'il soit un peu plus brutal vis-à-vis de M. Poutine, vous voyez, par exemple. Donc, voilà, les intérêts américains et les intérêts européens ne sont pas forcément toujours les mêmes. Donc, dans certains domaines, oui, on doit mener une guerre commerciale et une guerre, par exemple, dans le numérique ou la désinformation contre les États-Unis. Mais pas une guerre militaire, je ne le pense pas. Très bien. On va aller maintenant vers l'Ukraine et la Russie et vous rappeler justement tous ces éléments d'histoire qui sont intéressants pour moi en tant que père, mais aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, pour des bacheliers ou d'autres collégiens. Vous pouvez me rappeler ce qui s'est passé? Il y a la désintégration soviétique dans les années 90. En 94, l'Ukraine rend ses armes nucléaires à la Russie. Est-ce une erreur à l'époque? Non, ça n'est pas une erreur. D'abord pour une raison simple. On parle des armes ukrainiennes. En fait, c'était des armes soviétiques. D'accord. Dirigées à partir de Moscou. Oui. Donc ça veut dire qu'elles étaient assez inutiles. Elles auraient pu être dangereuses si, comme beaucoup d'armes, on peut parler de la Transnistrie par exemple, deviennent des grands marchés et que ces armes nucléaires puissent être vendues ailleurs à des fins malfaisantes. Donc je crois que ça n'était pas une erreur. L'Ukraine ne pouvait pas se défendre avec les armes nucléaires contre une attaque russe, tout simplement parce que les armes étaient dirigées à partir de Moscou. Donc je pense que c'était bien, c'était l'absence de prolifération. C'est-à-dire qu'on maintient dans un petit cercle très fermé, 9 pays ont l'arme nucléaire officiellement aujourd'hui. Au passage, lorsqu'en 2002,
le président Bush a fait son grand discours aux Nations Unies, dans lequel il a parlé de l'axe du mal, il a parlé de l'Irak, de la Corée du Nord et de l'Iran. Pourquoi? Parce qu'il devait avoir des armes de destruction massive. On s'aperçoit que la Corée les a acquises, l'Iran est en passe de les acquérir, et l'Irak, il n'y avait pas un soupçon d'armes de destruction massive. Et pourtant, c'est là qu'il a attaqué. Colossale erreur géostratégique. Aujourd'hui, on est menacé par des armes nord-coréennes, et la crise en Iran repose essentiellement sur le fait que le régime des mollahs pourrait avoir l'arme nucléaire. Voilà. Donc ça, c'est pour faire le pourtour de la menace nucléaire après le désarmement nucléaire ukrainien, dont je pense que c'était une bonne solution. Alors, pour revenir justement, vous parliez de George Bush et de son fameux discours, mais en 2008, justement, j'aimerais que vous me rappeliez ce qui se passe. Le président Bush pousse très fortement pour que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, et à l'époque, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel font tout pour freiner l'adhésion. Oui, parce qu'à l'époque, ils avaient pris en compte la menace russe, menace qui avait été très clairement exprimée par M. Poutine, qui disait « Attention, l'OTAN ne doit pas se rapprocher de la Russie ». Il y a ce syndrome en Russie de l'encerclement. Alors quand on regarde une carte de la Russie, ça fait un peu sourire, parce que la Russie va du Pacifique à la mer Baltique et la mer Noire, et on ne voit pas très bien comment elle peut être encerclée. Mais c'est une réalité. Ils ont peur d'être encerclés, et ils avaient perdu le pacte de Varsovie. Tous les pays européens appartenant au pacte de Varsovie ont rejoint l'OTAN et rejoint l'Union européenne. Et donc ils pensaient, et ça c'est M. Poutine qui le dit, l'Ukraine comme la Biélorussie, ce ne sont pas des vrais États, ce sont les marches de la Russie. Et donc, si on marche sur les marches de la Russie, eh bien, c'est un coup de trou. Donc voilà quelle était la pensée à l'époque des Français et des Allemands. Est-ce qu'ils ont eu raison? Est-ce qu'ils ont eu tort? Aujourd'hui, on ne parle plus de l'Ukraine rejoignant l'OTAN. Donc là, c'est acquis de toute manière. C'est acquis, la Russie ne veut pas, les États-Unis ne veulent pas, les autres pays ne veulent pas. Et même l'Ukraine, maintenant, a mis un peu, même si c'est dans sa constitution, est en train de changer. Mais en revanche, de rejoindre l'Union européenne. Je voudrais rappeler que l'Union européenne, article 42.7, est un article correspondant à l'article 5. Qu'est-ce que c'est ces deux articles? C'est si un pays de l'Union ou de l'OTAN est attaqué, tous les autres pays doivent se sentir solidaires. Donc l'OTAN, c'est un peu le chiffon rouge pour la Russie. L'Union européenne est méprisée par la Russie. Bien, il serait temps que l'Union européenne apprenne aux États-Unis comme à la Russie qu'il ne sert à rien de les mépriser parce que nous avons une force considérable, simplement il faudrait l'organiser. Alors pourquoi justement, alors qu'il y a cet article 42.7 qui est l'équivalent de l'article 5 de l'OTAN donc pour l'Union européenne, Poutine semble accepter l'idée que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne alors qu'elle refuse complètement l'idée qu'elle rejoigne l'OTAN? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il méprise totalement l'Union européenne, donc il dit ça changera rien sur le plan géostratégique. La deuxième, c'est M. Trump qui donne la réponse. Il dit finalement, l'OTAN ne fait peur à la Russie et à la Chine que parce qu'il y a les États-Unis. Et donc, c'est ça la clé. L'OTAN, ce sont les États-Unis. Et malgré les rapprochements parfois étranges entre M. Poutine et M. Trump, il faut se souvenir qu'aux États-Unis, l'essentiel de l'opposition était face à l'Union soviétique, puis à la Russie. Et donc, et en Russie, c'est pareil. Les États-Unis, c'est le diable, un peu comme en Chine. Donc je pense que cette image de l'OTAN, pilotée, et ce n'est pas une image feinte, c'est une réalité, pilotée par les États-Unis, c'est ce qui inquiète la Russie et la Chine. D'accord. Vladimir Poutine a dit le mois dernier « Si l'Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts dès maintenant ». Il voulait dire pour la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il va demain peut-être amorcer une guerre contre nous, l'Union européenne? Alors je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est de la propagande. La Russie est très forte, brave peuple russe, n'ayez pas peur. L'est-elle? Oui, il s'adresse à son peuple. Mais l'est-elle forte, cette Russie? Alors,
Ça, c'est la première partie du message. La deuxième partie du message, la Russie est une puissance nucléaire. Donc, elle ne sera pas attaquée. Et il a pas tort. Si M. Poutine a lancé cette opération en Ukraine, c'est parce qu'il sait que la Russie elle-même ne sera pas attaquée à cause de la dissuasion nucléaire. Alors, aujourd'hui, les Ukrainiens battent en brèche complètement cela, puisqu'ils frappent dans la profondeur la Russie, mais on est sous le seuil nucléaire. Et donc, ce qu'il dit, c'est « nous sommes prêts à la guerre », parce que si vous, Européens ou Américains, nous attaquez, on rentre dans une autre logique. C'est une logique nucléaire. Et là, nous sommes prêts. Existe-t-il une voie crédible, pacifique et alternative à ce réarmement européen auquel actuellement la plupart des pays en Europe aspirent? Je ne vois pas d'option pacifiste, tout simplement parce que nous avons face à nous un criminel et qui veut la guerre et qui continuera la guerre. Et si vous voulez, il n'hésite pas à faire tuer des centaines de milliers de Russes pour son idéologie. Donc vous pensez bien que des Ukrainiens, des Européens, il n'en a strictement rien à faire. Il faut qu'on rentre dans cette logique. Là, pardonnez-moi, je vais reprendre une phrase du président Macron. Au milieu de carnivores, est-ce qu'on doit rester des herbivores? Non, il faut devenir au moins des omnivores. C'est-à-dire, nous ne voulons pas être forts pour faire la guerre aux autres. Nous voulons être forts pour nous protéger. Parce que quand on est fort, on est dissuasif. Quand on est faible, on est vulnérable. Donc actuellement, si je comprends bien, on est plutôt faible et vulnérable et on essaie de devenir fort, c'est bien ça? Exactement, exactement. Combien de temps ça va nous prendre pour devenir fort? Eh bien, je vous ai donné un chiffre tout à l'heure, nous avons désarmé pendant 30 ans. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va se réarmer en 3 ans. Ça prend du temps. Ça prend d'autant plus de temps qu'on doit remettre en place une machine qui produit de l'armement, tout en assurant nos citoyens que rien ne change, que la vie normale ne va pas changer. Monsieur Poutine ne fait pas ça du tout. La vie normale change complètement en Russie. On investit complètement dans la défense. En Europe, les Européens doivent se dire « on est en paix et pourtant on se prépare à la guerre ». Donc c'est extrêmement compliqué. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et là j'en viens à l'Europe, pourquoi c'est compliqué? Parce que nous sommes des États-nations, que l'Europe ne remplace pas ces États-nations, que dans le cadre de l'Union européenne, la défense n'était pas envisagée. Elle n'était pas envisagée. Pourquoi? Parce que la défense de l'Europe reposait sur l'OTAN. Et donc aujourd'hui, on doit transformer cette OTAN, constituée des Américains et des Canadiens, bien sûr, et des Européens, en un pilier de l'Europe européen fort au sein de l'OTAN, pour être capable de réagir si par malheur, les États-Unis voulaient se détacher de l'OTAN. Ce ne sont pas les Européens qui veulent que les États-Unis se détachent, ce sont les États-Unis. Mais on doit s'y préparer. Et donc, quand vous dites combien de temps, il faut plus de temps, probablement. L'horizon qui a été fixé pour beaucoup est 2030. 2030, c'est pas loin, c'est dans 5 ans. Là, un certain nombre de gens disent il faut peut-être accélérer parce que si la guerre s'arrête en Ukraine, le président Poutine pourrait relancer l'action ailleurs. On pense aux pays baltes en particulier. Pourrait-il avoir lancé 2 fronts en parallèle, par exemple? Je m'explique. Si vous dites qu'il y a une fenêtre de 5 ans durant laquelle l'Europe est faible militairement, Vladimir Poutine a tout intérêt stratégiquement à lancer un 2e front. Oui, c'est pour ça qu'il faut gagner la guerre avant la guerre. Comme disait le général Burkhardt, le chef d'état-major des armées françaises. Gagner la guerre avant la guerre. C'est-à-dire qu'il faut que nos sociétés soient convaincues qu'elles doivent être fortes, qu'elles tiennent. Je donne l'exemple en France, il y a des élections en 2026, des élections en 2027. Ne laissons pas la place à des gens qui parlent le langage de Moscou. Vous pensez à qui? Je pense à des partis complètement marginaux chez nous. Dupont-Aignan, vous voyez, des partis comme ça qui ont la voix de Moscou absolue, mais qui sont présentés en Russie comme des opposants. Et indirectement, qu'est-ce qu'on fait? On fait peur à nos populations. Je reviens au nucléaire. Attention, il va y avoir une guerre nucléaire. Évidemment qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire. Je rappelle juste, petite parenthèse nucléaire, l'arme nucléaire n'a été utilisée que 2 fois, en 1945, et parce que les Américains étaient les seuls à l'avoir. Aujourd'hui, 9 pays ont l'arme nucléaire.
Si l'un de ces pays utilise l'arme nucléaire, la dissuasion est finie. La Terre est vitrifiée. Et vitrifiée, ça veut dire votre pays également. Donc je n'y crois absolument pas. Donc je dis, nos citoyens doivent être absolument forts pour que M. Poutine sache que s'il s'engageait en Estonie, par exemple, en Lituanie, il y a les forces allemandes, en Estonie, il y a les forces britanniques et françaises. Ça veut dire qu'il se heurterait à ces forces européennes. D'accord. Il se heurterait à ces forces européennes, ce qui naturellement amènerait les Européens à combattre contre lui, et là, il perdrait. Donc il faut qu'il soit convaincu qu'on irait jusqu'au bout de notre engagement. Général Trinquant, au début de la guerre en 2022, il y a eu beaucoup de débats sur les parallèles historiques que l'on pouvait faire sur des guerres passées, notamment les guerres du XXe siècle, sur le pacifisme, sur l'obligation ou non de s'impliquer dans ce soutien à l'Ukraine, en prétendant que l'Ukraine, c'était finalement pas notre pays et qu'on en était loin, etc. Quel parallèle vous semble légitime dans cette guerre? Alors le parallèle, pour moi, est lié au caractère des citoyens. Je cite toujours Thucydide, la défense de la cité, ce ne sont ni les vaisseaux ni les murailles, mais le caractère des citoyens. Et dans les années 30-38, la montée des périls, comme on les appelait, toute cette génération ne voulait plus le renouvellement de la Première Guerre mondiale, du moins en France et en Angleterre. Et la montée du nazisme en particulier, du fascisme Mussolini, a été minorée parce qu'on ne voulait pas cette guerre. Et on croyait qu'on arriverait toujours avec des arrangements. Donc on arrive à Munich, si vous voulez. Et ça va plus loin. En France, je trouve que par des archives familiales, j'ai accès à beaucoup de choses comme ça. Quand vous dites j'arrive à Munich, 38, c'est ça? 1938 exactement, Munich. Qu'est-ce qui se passe en 38? Eh bien, en 1938, les Européens, britanniques et français, signent un accord avec M. Hitler en acceptant qu'il annexe les Sudètes, qui étaient une partie germanophone de la République tchèque, pensant qu'on arrêtait là. Et en fait, ensuite, ça a été, bien sûr, il y avait eu l'Anschluss avant avec l'Autriche, et ensuite il y a eu la Tchécoslovaquie, et puis ensuite la Pologne. Qui démarre la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Et même pour la Pologne. L'armée française était une armée considérable à l'époque. Et imaginez l'armée allemande engagée en Pologne, l'armée française s'engageant en Allemagne. Il est probable qu'à l'époque, l'armée allemande n'aurait pas été capable de combattre contre deux fronts. Vous savez que c'était le grand dilemme pendant la Première Guerre mondiale. Mais les Français n'ont pas osé. Eh bien, tout ce processus de désarmement intellectuel, psychologique, difficile à comprendre de nos jours, mais souvenons-nous que tous les hommes politiques avaient connu la Première Guerre mondiale. Soit directement, Churchill avait, mais c'était un des rares, qui disait qu'il fallait tenir face à Hitler. Donc tous ces... Voire Adenauer avec Charles de Gaulle, par exemple. Oui, et bien toute cette génération avait connu les horreurs de 14-18 et ne voulait pas renouveler ces horreurs. Aujourd'hui, nos générations n'ont pas connu ces horreurs-là. Mais il y a toujours le diable du nucléaire qui trotte dans leur tête. Et c'est pour ça que je reviens toujours sur le nucléaire, en disant le nucléaire, c'est une arme de non-emploi. Donc ne vous imaginez pas qu'on va déclencher une guerre nucléaire, parce que c'est la fin du monde. Et tout le monde le sait, tous ceux qui l'ont. Donc il faut que nous comprenions que c'est un affrontement des volontés, avant tout. Et que cet affrontement des volontés doit nous conduire à tenir face à cette menace. Les Ukrainiens ne sont pas des Européens? Pourquoi? C'est à eux de le décider. Si les Ukrainiens pensent qu'ils sont des Européens, ils ont probablement beaucoup de chemin à faire pour devenir Européens. Mais laissons-leur faire ce chemin, et ça n'est certainement pas au Kremlin de décider ce que doit devenir Kiev. D'accord. Selon vous, parce que moi j'entends de temps en temps cette voix un peu discordante qui dit, bon, allez, allons signer cette paix aux conditions des Russes, comme ça au moins on sera tranquille, Moscou nous laissera en paix et on pourra recommencer le business as usual. Vous y croyez à ça? Qu'est-ce qui se passerait? Non, alors, premier point, quelles sont les conditions des Russes? Les conditions des Russes, c'est d'annexer 4 oblasts qui n'ont pas été capables d'occuper militairement.
Ça veut dire, écoutez, on n'est pas capable, mais vous allez signer quand même. Vous avez remarquablement défendu votre pays, mais vous allez quand même évacuer les partis que vous défendez très courageusement, parce que nous, on a décidé que c'était des partis russes. Donc, ça n'est pas acceptable. Aujourd'hui, la position, c'est un cessez-le-feu qui ne nécessite pas de reconnaissance des jurés du territoire occupé par les Russes, et on discute ensuite de ce que deviennent ces territoires. Mais surtout, on arrête cette guerre abominable pour les deux parties, et probablement, bien sûr, beaucoup plus pour la partie ukrainienne. C'est ça la position qu'on a aujourd'hui. Cette position, c'est la position ukrainienne, c'est la position européenne qui a été présentée lors de la réunion des volontaires à Paris, avec les Américains. J'attends de voir la signature américaine, je ne l'ai pas encore vue, mais on l'espère. Et ça ne veut pas dire que les Russes sont convaincus. Et donc ça veut dire que les Russes, eux, veulent continuer la guerre. Très bien. Il y a quelques jours, il y a eu un missile Oreshnik qui a été envoyé en Ukraine. D'abord, j'aimerais que vous me rappeliez ce qu'est un missile Oreshnik et ensuite m'expliquer quel est le message qui est derrière. Alors un missile Oreshnik, c'est un missile de ce qu'on appelle de portée intermédiaire, c'est-à-dire c'est moins de 5000 km, et qui a plusieurs têtes, ce qu'on appelle Mirvé, hein. Il a 6 ou 7 têtes. Particularité de ce missile, quand il est utilisé à 2000 km, comme il peut aller à 5000 km, il monte très haut et descend très vite, probablement Mach 10, donc quasiment pas interceptable, avec des charges extrêmement importantes. Pour l'instant, charge classique, donc des explosifs. Évidemment, menace nucléaire derrière, il pourrait être chargé de nucléaire. Ça, c'est pour décliner, mais je voudrais remonter un tout petit peu avant. 2 jours avant, un pétrolier battant pavillon russe a été arraisonné par les forces spéciales américaines. C'est un message aux Russes en leur disant « Attention, c'est pas parce qu'il y a un pavillon russe qu'on ne va pas utiliser la force. Donc, monsieur Poutine, attention. » Ça, c'est le message à la Russie. Le message russe, c'est « Vous nous dites ça ? Et nous, on vous dit, les forces européennes qui veulent se déployer en Ukraine, puisque vous vous souvenez que dans la coalition des volontaires, on parle de déploiement en Ukraine, dans l'ouest de l'Ukraine, eh bien regardez bien, vous êtes des cibles, et moi je lance un missile à Lviv, qui est proche de la frontière polonaise. Donc messieurs les Européens, vous êtes des cibles, et j'ai les moyens de vous cibler. Donc c'est à la fois une réponse aux Américains, vous utilisez la force, nous aussi on utilise la force. Et le message aux Européens, ne vous déployez pas en Ukraine, vous voyez qu'on est capable de vous frapper. D'accord. Alors, on va partir maintenant un peu vers le Moyen-Orient. Et dans votre livre, d'ailleurs, vous citez des anecdotes assez croustillantes avec votre grand-oncle. Je laisserai au lecteur le loisir de les lire et de se régaler de ça. Alors, vous expliquez par exemple également, après les attentats du 7 octobre 2023, Israël avait un immense capital de soutien international. Comment expliquer que le pays ait perdu cette guerre de la communication? Alors, je fais un parallèle avec 2001, avec l'attaque du World Trade Center, où les Américains avaient un capital de sympathie, oui. Unanimité du Conseil de sécurité, tout le monde trouvait que cette attaque contre les États-Unis était atroce. Et 2003, en Irak, le capital de sympathie est perdu. Les 3/4 de la planète sont contre cette attaque en Irak. Il s'est passé la même chose le 7 octobre. Capital de sympathie, le massacre fait par le Hamas à Gaza était inacceptable. La politique de destruction utilisée par M. Netanyahou allait trop haut. Et donc, là, il a perdu le capital de sympathie et la guerre médiatique, pour une raison simple. Interdiction d'avoir des journalistes à Gaza. Donc les seules images qui venaient, elles venaient du Hamas. Et donc lui gagnait la bataille des images en disant « Regardez les destructions ». Et M. Netanyahou, lui, poursuivait sa politique qui était « Pas de Palestine ». Il ne veut pas de Palestine. Je travaille avec beaucoup de chercheurs de par la planète et l'une de mes chercheuses est à Jérusalem. Et elle me disait « On ne peut plus parler de Palestine en Israël depuis la guerre des 6 jours ». Alors que
les kibboutz qui ont été attaqués le long de Gaza étaient probablement tous occupés par des gens qui voulaient la création d'un État palestinien. Oui. Donc je crois que, si vous voulez, M. Netanyahou veut empêcher la création d'un État palestinien. Donc la sécurité d'Israël, c'est la guerre. C'est la guerre à Gaza, c'est la guerre au Liban, c'est la guerre au Yémen, c'est la guerre en Syrie et c'est la guerre en Iran. Oui, en Iran. C'est assez paradoxal. Et vous citez d'ailleurs une phrase de Yitzhak Rabin, qui était donc un ancien Premier ministre, prix Nobel de la paix, assassiné. Vous dites « Seul un peuple fort », enfin c'était lui qui disait ça, « Seul un peuple fort peut faire la paix avec son ennemi ». On a l'impression qu'Israël est au summum de sa puissance. Pourquoi ne pas vouloir faire la paix aujourd'hui? Parce que dans l'idéologie de M. Netanyahou, il n'y a pas de place pour des Palestiniens et des Juifs sur la même terre. Donc c'est une position qui n'est pas partagée par tous les Israéliens. D'ailleurs, on attend des élections au printemps en Israël. On verra ce qu'en diront les Israéliens, maintenant que tous les otages ont été libérés. Et il faut reconnaître que l'action du président Trump a eu un effet majeur, ça a été la libération de tous les otages, y compris la récupération, pas de tous les corps, mais d'un grand nombre de corps. Donc ça, c'est un succès. Mais quelle est l'étape d'après? On ne la voit pas très bien. Aujourd'hui, la colonisation à outrance en Cisjordanie empêche la création d'un État d'Israël, d'un État palestinien, pardon. Donc ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, la Palestine ne reste plus qu'une idée et non plus un État. Donc M. Netanyahou aurait rempli son objectif, qui est que la Palestine reste à demeure une idée et non plus un État. D'accord, avec tous les risques d'instabilité, bien sûr, de révolte. Bon, très bien. Vous citez une opération européenne aussi qui s'est passée dans cette région qui s'appelle Aspide. Pouvez-vous m'expliquer ce que c'était et pourquoi elle est, selon vous, une opération européenne réussie? Alors, d'où vient le détroit de Bab el-Mandeb, qui est le détroit qui permet de passer de l'océan Indien à la Méditerranée en passant par la mer Rouge et le canal de Suez, c'est une grande part, 40% du trafic mondial. Le pétrole qui vient du Golfe, mais aussi tous les porte-conteneurs qui viennent de Chine. Donc énorme. Au moment de la guerre à Gaza, les Houthis, qui sont dans le Yémen, donc Vous me rappelez qui sont les Houthis? Alors Houthis? les Houthis, c'est une opposition yéménite au gouvernement du Yémen. Soutenus par les Houthis, sont soutenus par l'Iran. Il y a une guerre qui existe depuis longtemps au Yémen, que personne ne regarde, où vous avez l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Iran qui sont impliqués dans cette guerre-là. Donc les Houthis, soutenus par l'Iran, disent « Nous, on va détruire tous les bateaux qui passent par le détroit de Bab el-Mandeb et qui ont un lien avec Israël. Oui. » Qu'est-ce que disent les Européens? Ils disent 40% du trafic mondial, essentiellement européen, puisque c'est canal de Suez, Méditerranée. Donc ça nous intéresse, les Européens. Oui. Donc on va protéger ces bateaux. Donc on va déployer une flotte. Au passage, la présence de la France à Djibouti aide beaucoup, mais on va laisser piloter ça par les Italiens, les Grecs, etc. Vraiment une opération de protection. Et donc, pas une guerre contre les Houthis. Pourquoi j'oppose ça à l'opération américaine, à laquelle se mêlent les Britanniques au passage, qui dit « Nous, on va casser les Houthis ». Et donc, ils déploient des moyens considérables, ils bombardent les Houthis, etc. etc. Le résultat, c'est que ni une opération ni l'autre ne réussissent à ce que le détroit de Bab el-Mandeb puisse être utilisé. Pourquoi? Parce que comme ça devient une zone de guerre, les assurances grèvent de 500%. Quelle est l'alternative? On passe par le cap de Bonne-Espérance. Donc on fait le tour de l'Afrique pour remonter. Le cap de Bonne-Espérance, c'est au sud de l'Afrique du Sud. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, 1, les assurances sont à un tarif acceptable. 2, on perd 4 à 5 jours de mer. Autant c'est difficile la première semaine, autant au bout de 6 mois, on ne voit plus, ça a été pris en compte. Et donc aujourd'hui, ce détroit n'est quasiment plus pratiqué par le commerce passe par le sud de l'Afrique. Ça a deux effets terribles. Le canal de Suez, qui procure 50% des revenus égyptiens, n'a plus de revenus. Et puis,
le bout de la mer Rouge en Israël avec le port dont j'ai oublié le nom, enfin le port israélien qui est là, que j'ai visité, n'a plus aucun trafic. Donc son trafic est mort. Mais enfin, c'est un choix qu'ont fait les Israéliens, donc ils l'acceptent. En revanche, pour l'Égypte, c'est assez catastrophique d'avoir perdu tous les revenus qui étaient liés au canal de Suez. D'accord. Alors on va continuer justement, puisqu'on n'est plus très loin de l'Afrique, on va parler de l'Afrique, c'est un grand passage, puisque vous avez aussi servi sur ce continent-là, et on va parler du départ des Français, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. D'après vous, est-ce une parenthèse ou bien les Français sont amenés à y revenir un jour? Non, la présence française était une parenthèse. Ah. Le Sahel, il faut le rappeler, Mali, Burkina Faso, Niger, après l'indépendance, après 1960, ce sont des pays qui étaient orientés vers Moscou. Et ils ne sont revenus vers la France qu'après la chute de l'Union soviétique, en renouant des liens avec la France. Et il n'y avait pas de base française dans cette zone-là. 2013, au moment où les mouvements venant du nord du Mali étaient proches de prendre Bamako, un mélange de mouvements séparatistes de l'Azawad, donc du nord du Mali, mais aussi des mouvements djihadistes. Après, il faut rappeler que 2013, c'est proche de la création du califat au Proche-Orient, hein, Daesh, 2014. Donc là, le gouvernement malien a demandé l'aide de la France, qui a envoyé tout de suite une opération, Serval, qui a arrêté les djihadistes, et ceci a été étendu au Niger et au Burkina Faso. Après 10 ans de présence, donc c'est pour ça que je parle d'une parenthèse, après 10 ans de présence, les gouvernements locaux n'ont pas réussi à réinstaller les États dans ces zones. Donc ça a été un échec. Donc il y a eu des coups d'État, d'abord au Mali, ensuite au Burkina Faso, finalement au Niger, pour renverser les gouvernements locaux et donc demander aux forces françaises de quitter ces pays pour se rapprocher de la Russie. C'est pour ça que je dis que c'est la fin d'une parenthèse. Donc ça n'est pas lié aux bases françaises, qui, je le rappelle, étaient au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, à Djibouti et au Tchad. Aujourd'hui, il ne reste plus que la base à Djibouti, une base réelle. Il y a de la présence française, mais très réduite, en Côte d'Ivoire, au Gabon, encore plus réduite au Sénégal. Et je crois que c'est dans l'ordre des choses. 60 ans après les indépendances, comment voulez-vous admettre des bases souveraines sur votre territoire? Alors justement, c'est très très bien que on arrive à ce thème-là, parce que vous citez un chiffre intéressant. Vous dites que 60% des Africains ont moins de 20 ans, et pourtant ce sont eux qui, pour lutter contre la France, ont sorti comme étendard l'anticolonialisme. Comment expliquer ce paradoxe? Parce que c'est une manipulation complète faite par les Russes. Tous ces jeunes, quand vous leur en parlez, ils n'ont jamais connu la colonisation, ça ne présente pas l'intérêt, mais accuser de colonialistes les Français de la part des Russes, c'est de bonne guerre, j'allais dire. On pourrait accuser les Russes de colonialisme vis-à-vis de l'Ukraine. Vous voyez? Donc, je crois que ces bases, vous savez, je dis souvent, le président de Gaulle ne voulait plus de bases américaines en France. Pourquoi accepter des bases françaises en Afrique? Alors la seule qui reste, c'est vrai, c'est à Djibouti. J'ai parlé de la position stratégique de Djibouti et le gouvernement de Djibouti a demandé à ce que ça reste. Mais je pense que... Il y a d'autres bases à Djibouti, pas seulement oui, bien sûr. française. Il y a une base chinoise, il y a une base américaine, il y a une base allemande, je crois. Donc voilà. Ce que je dis souvent, c'est que, y compris les gouvernements africains, n'ont pas senti le basculement de la jeunesse africaine. Et le cas le plus symptomatique, c'est le Sénégal. 60% de moins de 25 ans. Toute cette histoire est très loin. Et donc, il faut chasser cette histoire coloniale qui est du passé, qui a procuré des horreurs, mais aussi beaucoup de bien, et revoir ce qui nous lie. Il y a des choses qui nous lient. La langue. On parle français, c'est quand même extraordinaire dans ces pays-là. Et généralement, en Afrique, on la parle beaucoup mieux qu'en France, d'ailleurs. Donc, le français. Les institutions, souvent, ont été mises en place. La religion, on parle beaucoup de l'islam, mais parlons du christianisme dans tous ces pays, extrêmement important. Donc, tous ces liens doivent nous porter à maintenir les liens
avec ces pays-là, mais de façon indépendante. Oui. Et le meilleur cas que je citais, c'est que maintenant, vous avez en Côte d'Ivoire, vous avez au Gabon des petites cellules militaires qui sont présentes, françaises toujours, mais plus des régiments, des petites cellules, qui sont là pour aider à la formation de ces contingents africains. Et on a même des Africains, tenez-vous bien, qui sont instructeurs dans nos écoles. Ah oui. Moi, je suis allé à Saint-Cyr, il y a un instructeur qui commande une section de français et qui est ivoirien. Ah oui. Ben, je trouve ça fantastique. Oui. C'est normal. Dans votre livre, vous racontez une anecdote sur l'arrivée de l'Africa Corps. Pouvez-vous me le réexpliquer? Comment ils sont arrivés? Donc l'Africa Corps, c'est ce corps expéditionnaire russe en Afrique. Alors le premier point, c'était pas l'Africa Corps, c'était Wagner. Exactement. Donc une milice totalement privée, qui était dirigée par M. Prigogine, qui a été assassiné par M. Poutine quand il a senti qu'il prenait trop de pouvoir. Donc cette milice est arrivée comment? Par la République centrafricaine. Et comment? Je suis allé beaucoup en République centrafricaine et je connais bien le sujet. La République centrafricaine avait connu des rébellions, un gouvernement est remis en place, beaucoup appuyé par la France, et là, la République centrafricaine dit maintenant on veut avoir une armée. Donc pour avoir une armée, il faut des armes. Oui. Et donc demande des armes. La France lui propose des Kalachnikov qui avaient été saisis au large de la Somalie. Et là, les Russes, à bon droit, disent non, attendez. Celles qui sont saisies là doivent être détruites. C'est marqué dans la résolution du Conseil de sécurité. Donc on peut pas, vous ne pouvez pas donner ces armes. Et là, la France, pardonnez-moi, bêtement, dit à la Centrafrique, allez voir les Russes, ils ont des Kalachnikov, ils vont vous les donner. Et donc là, les Russes saisissent l'occasion et disent, d'accord, on vous donne des armes, mais on va vous donner les instructeurs. Et là, comme je l'ai dit au président centrafricain, vous mettez le doigt dans un engrenage qui va vous prendre complètement. Et donc Wagner s'installe en Centrafrique et aujourd'hui assure la protection du président, assure la survie du régime centrafricain, se fait payer rubis sur l'ongle par la République centrafricaine, voire même va toucher les taxes d'entrée à la place du gouvernement centrafricain. Et à partir de là, tache d'huile vers le Mali, le Burkina Faso et le Niger, tout simplement parce que les officiers qui ont pris le pouvoir dans ces pays-là, je vais vous passer les différents épisodes, ont été formés à Moscou. Oui. Et donc Moscou leur a proposé de faire la même chose. Ça coûte pas cher à Moscou, puisque c'est les pays qui payent. Oui. Au passage, on le voit bien au Mali, au Burkina Faso, au Niger, ce sont des gardes prétoriennes. Ils ne défendent pas le pays, ils défendent le régime. Et ils sont incapables de lutter contre les djihadistes. Donc, à un moment ou à un autre, tout ceci va tomber. Ça aura fait gagner beaucoup d'argent à des mercenaires russes. Ça n'aura pas sauvé les sociétés africaines qu'ils étaient censés défendre. Donc, ce que vous suggérez, c'est que les Russes ne sont pas là pour défendre la population et les aider Absolument pas. Mais vous savez, il faut se souvenir de l'époque soviétique, où on importait des chasse-neige au Niger. Oui. Donc, ça faisait fonctionner l'industrie de chasse-neige en Union soviétique. Ça ne servait à rien là. Et bien là, c'est pareil. On exporte des mercenaires qui protègent les gouvernements, mais qui ne sont pas capables de lutter contre les djihadistes. D'accord. On va aller vers la section, vous parlez de la drogue et notamment du narcotrafic. Est-ce que vous avez l'impression qu'en Europe, on sous-estime l'importance du narcotrafic? Je crois que le réveil est en cours. D'accord. Je dis dans mon livre, on parle beaucoup du trafic. Alors, pour resituer les choses, la cocaïne, fabriquée essentiellement en Colombie, puis exportée par le Venezuela, les Antilles, le Guyana, vers l'Europe, essentiellement, ou le golfe de Guinée pour remonter vers l'Europe. Mais pourquoi ça vient vers l'Europe? Parce qu'il y a des consommateurs. Et donc le port d'Anvers et le port du Havre sont les ports d'entrée principaux de cette drogue. Je dis, pour prendre conscience de ça, il faut lutter aussi non seulement contre les trafiquants, bien sûr. Et le ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, ministre précédent, avait lancé cette guerre-là. Oui. Mais il faut aussi lutter contre les consommateurs. Et en France, on vient d'augmenter considérablement la pénalité contre les consommateurs. Donc je pense qu'on ne mesure pas assez cette menace. Pourquoi on ne menace pas assez? Parce que je voulais parler des guerres hybrides.
Voilà une guerre hybride. Attaquer nos sociétés de l'intérieur. On sait que les drogués sont des gens dépendants et faibles. D'accord, mais guerre hybride, là, vous suggérez que peut-être des États auraient tendance à influencer ou à encourager À favoriser. cette livraison. Oui. La cocaïne, passant par le Venezuela, par les Antilles et venant chez nous, le gouvernement Maduro était extrêmement impliqué avec la Russie et avec l'Iran. D'accord. La drogue chimique, fentanyl, etc., venait essentiellement avec des produits précurseurs de Chine, passait par la Syrie, qui était un gouvernement lié à la Russie, et allait vers l'Europe aussi, mais vers les États-Unis en passant par le Mexique. Donc on voit bien, je ne vais pas revenir aux vieilles histoires du Vietnam, où, comme vous le savez, le trafic de drogue était encouragé par les Viet Minh envers l'armée américaine pour détruire l'armée américaine de l'intérieur. Là, le sujet est le même, c'est-à-dire que la drogue sert nos adversaires en affaiblissant nos sociétés. Alors, il n'y a pas que ça, je parlais de la désinformation, du cyber, etc. Mais tout ceci cumulé contribue à affaiblir nos sociétés. Et vous parlez, ce sera la dernière question sur la drogue, vous parlez de la DEA, qui est l'agence américaine qui lutte contre la drogue, et vous estimez qu'il nous faudrait peut-être avoir une DEA européenne, ou bien qu'est-ce qui nous manque actuellement avec nos organismes? Alors, on a mis en place en France, il y a 8 jours, je crois, un parquet spécialisé contre ces trafics. C'est l'aboutissement d'un rapport que je cite dans mon livre, un rapport du Sénat qui est extrêmement bien fait, qui prend exemple un peu justement sur le système américain, qui est failli au passage, qui n'a pas complètement réussi. Mais la lutte continue. Et donc il faut complètement intégrer ça. On a mis en place des briques, donc je parlais de ce parquet, la prison dans laquelle on enferme tous les grands barons de la drogue, de façon à ce qu'ils sont vraiment cloisonnés. Parce que cette drogue, elle fournit de tels moyens financiers que vous avez des trafiquants de drogue qui ont quasiment des moyens au niveau des États. Oui. Et donc, vous avez vu l'affaire qui était intervenue en France, où à un péage d'autoroute, en fait, il y a eu une véritable opération militaire qui a été menée pour arrêter un trafiquant de drogue. Moi, j'ai vu la passe de Khyber, qui est entre le Pakistan et l'Afghanistan, où celui qui commandait cette passe me disait « Mes lieutenants sont des héros, s'ils n'acceptent pas qu'on leur paye là, en un jour, un passage, ce qu'ils gagneront en un an. Ouais. » Donc, c'est des moyens considérables. Donc, il faut casser ça à tous les niveaux, mais ne pas oublier le consommateur. Et en remontant la chaîne, le consommateur, le trafiquant ici, et le trafiquant sur mer qui amène ça, ou en avion, et puis le producteur. Le producteur, c'est plus compliqué parce que c'est très facile à faire. Et en Colombie, les Américains ont eu pendant 10 ans une opération qui s'appelait Colombie, où ils ont mis beaucoup d'argent et ils n'ont pas réussi à éradiquer la production de cocaïne parce que les paysans gagnent beaucoup plus d'argent là qu'en cultivant des légumes. Oui, alors le consommateur, on se souvient de cette phrase d'Emmanuel Macron, s'en prenant aux bourgeois, le petit bourgeois du centre-ville qui finalement finance indirectement les narcotrafiquants. J'ai une question justement par rapport à cette consommation, parce qu'en Allemagne, on a légalisé, alors on n'est pas du tout dans la cocaïne, dans les drogues dures, mais dans les drogues douces, on a légalisé en Allemagne sous la précédente coalition, sous M. Scholz, donc le cannabis, avec la possibilité de détenir jusqu'à 50 grammes ou 25 grammes de façon publique avec des clubs récréatifs, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise mesure? Il n'y a pas de drogue douce. La drogue, c'est de la drogue. Le cannabis, regardez le nombre d'accidents de circulation qui arrivent et, miracle, on découvre qu'il avait fumé du cannabis avant. Ça atteint vos neurones. Donc on a tort de croire qu'il y a c'est une mesure faible de croire qu'il y a des drogues douces. D'autant plus que souvent, elles mènent aux drogues dures. Oui. Parce qu'on veut aller plus loin, on veut, etc. Donc je crois que c'est une mauvaise mesure. J'avoue qu'en France, j'étais un peu surpris par la fermeté de M. Macron sur ce sujet-là. Il est pour l'instant très ferme, alors que vous avez toute une partie socialiste, écologique, de son
autour de son environnement, hein, qui pousserait à ça. Pour l'instant, il y a fermeté, et je souhaite qu'il y ait fermeté. Je maintiens, il n'y a pas de drogue douce. J'ai eu l'occasion, à l'époque où il y avait du service militaire, d'avoir des jeunes soldats avec qui je parlais de la menace de la drogue, et puis à un moment, je m'aperçois qu'il y avait une incompréhension. Et ils me disent « Ah non, mais le cannabis, c'est pas de la drogue. » Mais je leur dis « Si, c'est de la drogue. » Un type, un militaire, qui fume du cannabis, à qui on donne un fusil. Vous imaginez le danger avec des neurones qui déconnectent et qui ne le voient plus dans la réalité, comme on le voit sur les routes avec les accidents qu'il y a. Je maintiens, il faut être ferme, il n'y a pas de drogue douce et il faut empêcher cela. Tout à l'heure, vous avez parlé de la guerre hybride et justement, vous avez tout un passage sur les cyberattaques. Et vous avez été assez concret en expliquant ce qui s'est passé avec les Wikileaks et en retour, les Kremlin Leaks. Alors, vous pouvez me rappeler juste très rapidement ce qu'étaient les Wikileaks et les Kremlin Leaks? Alors, les Wikileaks, c'était une intrusion dans des systèmes américains et qui sortaient des documents qui étaient normalement protégés pour les livrer à tout le monde. Alors, il y a des spécialistes qui les ont regardés, hein, c'est des heures et des jours d'écoute, hein, c'est absolument considérable. La difficulté, là, c'est de se dire, finalement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être livrées à tout le monde alors que c'est secret. On rentre là un peu dans l'histoire, si vous voulez. C'est comme, vous savez, l'ouverture des archives, où on vous dit il faut 50 ans, 25 ans, etc. Parce qu'il faut laisser un peu de temps pour analyser tout ça. Le problème, c'est... Parce qu'on pourrait se réjouir, le grand public pourrait se réjouir d'avoir accès à ces informations-là qui sont peut-être cachées pour de mauvaises raisons. Oui, vous avez raison. Le problème, c'est à quel moment et comment ceci est pris en compte. À quel moment est-ce qu'on a le recul nécessaire pour étudier les choses? À qui est-il livré? Eh bien, à des gens qui vont en faire du bien, de l'ouverture. À tel moment, j'en sais rien, moi la guerre en Irak a été il y avait des choses qu'on n'avait pas dit, etc. Et la population a le droit de le savoir. À quel moment ça va être utilisé par d'autres pour faire de la désinformation? Parce que vous citez par exemple cet exemple d'emails de l'équipe de Macron qui ont été révélés lors du second tour, enfin juste avant le second tour. C'était sur le réseau Telegram, la saisie pour influencer les élections. Ça n'a pas marché. Tant mieux. Mais ça peut le faire. Alors, on vient à des choses plus récentes, hein, la Moldavie par exemple ou la Roumanie, avec l'utilisation des réseaux TikTok. Le fait que ces attaques cyber font que quelqu'un qui était totalement inconnu du public, d'un seul coup, par les réseaux sociaux, devient très connu, mais 15 jours avant les élections. Donc ça ne vous permet pas d'analyser, de présenter un programme, vous voyez, on présente sur un beau cheval blanc en train de galoper en disant la Roumanie éternelle, etc., etc. Pendant 15 jours, les gens regardent et vous disent bravo, très bien, mais on n'a pas d'analyse derrière ça. Donc je crois que ces attaques qui relèvent de la désinformation, en utilisant les réseaux cyber, sont extrêmement dangereux. Et moi, je donne un exemple très spécifique à la France. En France, la philosophie est une matière obligatoire en terminale. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que la philosophie développe l'esprit critique. Alors justement, moi j'ai noté cette phrase que j'ai beaucoup aimée, vous parlez d'anticorps cognitifs. Oui. Parce que bien entendu, les États essaient de se protéger, mais il y aura encore de toute manière de nouvelles failles et de nouvelles divulgations de documents. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, citoyens? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ça veut dire que les citoyens doivent d'abord ne pas se référer à un seul canal. Ils ont la chance de pouvoir zapper, donc ils en regardent beaucoup. Sur une information, ils regardent beaucoup. Et ils font travailler leur esprit critique. Et je vais vous donner un exemple. En France, on parle de la possibilité d'interdire les smartphones, ce qu'on appelle les smartphones, pour les jeunes adolescents tant qu'ils sont en classe. Je participais à un forum à Tanger et il y avait quelqu'un qui me disait « mais ça ne sert à rien puisqu'après ils vont regarder ». Je dis « oui, mais pendant un moment, ils auront réfléchi au moins, en dehors du circuit ». Ça ne les empêche pas d'aller dans le circuit après, mais ayant réfléchi, c'est comme l'intelligence artificielle. Un grand spécialiste me disait
Moi, mes thésards, donc ceux qui préparent des doctorats, ont 3 ans pour le doctorat. Ils passent 1 an à faire de la recherche et 2 ans à réfléchir. Avec l'intelligence artificielle, ils vont chercher pendant un quart d'heure. Et donc, ils auront 3 ans pour réfléchir. Vous voyez, c'est donner la capacité de réfléchir beaucoup plus. Avec les outils qu'on a, le cyber, c'est fantastique. Oui. On a des tas de réseaux. Oui. Mais ne vous en tenez pas à un seul réseau. C'est là où je critique beaucoup. Quand en France, vous avez des réseaux spécialisés et les gens me disent « j'écoute plus ça, je n'écoute que ça ». Eh bien, je lui dis « dommage, tu rates des informations ». Et tu peux regarder, c'est la chance de notre système. On a le droit de pouvoir regarder partout, oui. de se faire une opinion, et c'est notre cerveau qui nous permet de combattre. Et notre cerveau, il doit être formé, c'est pour ça que je dis éducation, éducation, éducation. Très bien. Dernière section, c'est celle de l'espace, avant de passer à une petite rubrique très rapide. Vous en parlez beaucoup, et alors j'ai beaucoup aimé, moi ça m'a rappelé en fait, vous connaissez le groupe ABBA? Oui. Groupe suédois, ils avaient fait une chanson qui s'appelle The Winner Takes It All dans les années 70. Peut-être que vous connaissez cette chanson-là. Et en fait, c'est un peu ce que vous rapportez avec cette histoire de Apollo 11, où on voit la réussite éclatante des États-Unis avec 2 astronautes qui posent le pied sur la Lune et qui gagnent cette conquête spatiale, tandis que l'Union soviétique avait développé une industrie absolument fantastique, mais ben voilà. Ça ne fonctionne pas et on se souvient plus que du gagnant alors que le deuxième était aussi très proche mais n'a pas gagné. Et d'ailleurs, vous racontez cette anecdote, c'est que le Apollo 11 va se poser dans une certaine mer tandis que Luna 15 se pose dans une autre, ou s'écrase plutôt, dans une autre mer. Vous vous souvenez du nom des mers en question? Non, j'ai pas le souvenir. Alors, Apollo 11 se pose dans la mer de la tranquillité, tandis que Luna 15 se pose dans la mer des crises, ce qui est assez presque prophétique. Alors, est-ce que vous pensez que l'espace, justement, l'Europe investit suffisamment et doit s'affranchir aujourd'hui ou demain des États-Unis et ou de la Russie? Oui, elle n'investit jamais assez, bien sûr, mais elle doit s'investir là-dedans. La Chine s'est lancée dans une course incroyable. Les États-Unis continuent leur course. La Russie n'y arrive plus. L'Europe a beaucoup de chance sur 3 points au moins. Le premier, elle a une base de lancement en Guyane, territoire français, qui lui permet d'être autonome. J'espère que M. Trump, dans sa résurgence de la politique de Monroe, ne va pas s'intéresser à la Guyane. Donroe, oui, pour prendre le terme américain actuel. Ça, c'est la première chance. Deuxièmement, technologiquement, on a des gens fantastiques qui font des choses extraordinaires. Troisièmement, on a réussi avec Ariane Espace, dans le cadre européen, d'avoir une véritable politique. Aujourd'hui, d'ailleurs, très intéressant, c'était la France qui a beaucoup poussé ça au départ, et aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui investit énormément. Oui. Donc, on a besoin que les pays européens investissent énormément pour avoir cette autonomie de lanceurs, mais aussi de fabrication de satellites avec Thales, avec des tas de sociétés qui sont capables de le faire. Et il faut, je donne une anecdote, M. Impus, ici dans mon livre, lorsque la France a commencé à s'intéresser aux satellites d'observation, avec les premiers satellites d'observation. À l'époque, j'étais à l'état-major des armées, et un général américain demande rendez-vous avec notre chef d'état-major des armées. Et lui montre des photos, et lui dit, vous voyez ça, cette précision, vous n'y arriverez jamais, donc abandonnez. Et là, notre chef d'état-major, merci mon général, au revoir, nous allons continuer. Et on a bien fait de continuer, donc la France a été un peu précurseur, lié aussi avec les lanceurs liés au nucléaire, hein, nos missiles stratégiques. Mais ça a permis à l'Europe d'avoir ses capacités. Aujourd'hui, l'Allemagne investit beaucoup là-dedans. Elle doit continuer à investir, ne plus acheter des lanceurs américains, mais investir dans les capacités européennes, soit par Ariane, qui est un gros lanceur, soit par des tas d'autres sociétés qui font des lanceurs beaucoup plus petits, y compris avec capacité de retour et de récupération du lanceur. Je crois qu'on doit le faire parce que aujourd'hui, on ne doit pas reposer sur uniquement l'imagerie fournie par les Américains, même si on peut acheter leurs images. Il faut qu'on ait cette capacité autonome de pouvoir
avoir une appréciation sur ce qui se passe dans le monde. Il y a une histoire que vous racontez qui m'a beaucoup ému parce que vous dites que les Américains, quand ils sont sur la Lune, laissent un paquet dans lequel il y a 2 médailles, une pour Yuri Gagarin et l'autre pour Vladimir Komarov, qui avait été une des victimes en fait, du programme spatial soviétique. On en est loin en fait de cette vision où on était fer, même si on s'affrontait, on était en pleine guerre froide, on en est loin. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est à des années-lumière. Oui, mais il n'y a pas si longtemps, dans la navette spatiale, enfin dans la station spatiale internationale, il y avait des Russes à côté d'Américains. Et moi, je souhaite que tous ces programmes continuent. Monsieur Poutine a un temps, Monsieur Trump a un temps, mais il y a des choses qui sont vraiment sur le temps long et sur lequel on a besoin de coopérer. Dans la fusion nucléaire, par exemple, il y a un programme qui existe dans lequel on coopère toujours avec les Russes. Parce que le programme sera peut-être abouti dans 20 ans. Et donc, on a besoin de travailler ensemble et l'espace est probablement également quelque chose sur lequel nous avons besoin de coopérer ensemble. On va passer à ma dernière rubrique qui est très rapide. C'est la rubrique que j'ai intitulée « Oui, non, Jein ». Alors vous avez été en Allemagne, mais je dois expliquer ce que ça veut dire le Jein. C'est vraiment un mélange de oui et non. Normalement, bien entendu, il faudrait expliquer ensuite, mais pour faire courte cette rubrique, vous allez simplement répondre oui, non, Jein. Faut-il un général à la tête de la France? Non. De l'Europe? Non. Si une mobilisation générale était décrétée demain, parce qu'il y a une attaque russe, par exemple, dans les pays baltes, seriez-vous volontaire? Oui. La Russie est-elle en train de gagner la guerre? Non. L'Ukraine? Nein, parce que ça dépend de la guerre et ça dépend de la paix. Alors c'est non ou Jein? Nein. Jein. Est-ce que vous pensez que l'Europe s'y prend bien aujourd'hui pour gérer justement cette guerre en Ukraine? Jein. Dernière question, est-ce que c'est la fin de l'Occident, le bloc qui unissait l'Europe et les États-Unis? Oui. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, mon général, de m'avoir reçu aujourd'hui. Je vous souhaite de continuer de nous informer comme vous le faites sur tous les plateaux. Et peut-être que vous avez en préparation un autre ouvrage, il me semble. Hein? Oui, je prépare un 3e livre, oui. Un peu en écho à ce que mes lecteurs me disent. Chaque fois me disant on est dans une situation catastrophique et je leur dis toujours pensez à ce qu'ont vécu vos grands-parents. Et ils me disent toujours ah oui c'est vrai, la vie est plus simple aujourd'hui. Et donc, je prends un recul d'1 siècle pour expliquer comment on en est arrivé là et comment c'était autrefois et pour bien démontrer que le monde n'est pas pire, qu'au contraire, il est plutôt meilleur et que c'est à nous de le construire sur la base de tout ce qu'ont vécu nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Donc, ça démarre un peu avant 1914 et ça se termine aujourd'hui. Très bien. Et ce sera aussi publié par Robert Laffont? Oui, c'est lui qui me l'a demandé, oui, bien sûr. Très bien. Peut-être qu'on aura l'occasion de nous revoir. Oui, très bien. Merci beaucoup de nouveau et à bientôt. Et merci à vous de m'avoir interviewé comme ça. Et j'espère que ces explications permettent de mieux comprendre où on en est aujourd'hui et de garder l'espérance. Parce que je crois fermement que le monde à construire, nous allons le construire meilleur. Et je dois vous avouer, c'est ce que je vous disais hors antenne, c'est que moi, quand je fais ces interviews, bien sûr, j'essaie de comprendre moi-même, mais je pose des questions dont je suis certain que mes enfants ont besoin des réponses. Très bien. Merci bien. Merci également.